Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir Nathalie Champoux. Nathalie Champoux, elle est maman déjà de 3 enfants. Elle est auteure, elle est conférencière. Nathalie Champoux, vous avez sorti 2 livres. Oui, exact. Ou t'as, je sais plus. T'as sorti 2 livres, 2 voilà. Un premier sur l'autisme. Être et ne plus être autiste. Être et ne plus être autiste. Et donc ce deuxième qu'on remontrera un petit peu enfin, je mettrai le lien, qui s'appelle Santé, le guide pour toute la famille, et qui a reçu la médaille d'argent au Canada, dans la rubrique alimentation diététique, c'est ça? Santé et diète particulière. D'accord, super. Et l'idée, c'est Mélodie, donc, qui a un enfant qui a sorti également de l'autisme, qui du coup m'a contactée il y a quelques temps, et de fil en aiguille, du coup, je suis arrivée jusqu'à toi. Donc moi, je suis hyper curieuse de tout ça, j'aimerais savoir un petit peu ton parcours, comment effectivement tu t'étais rendu compte de l'autisme de tes enfants, savoir un petit peu tout ce que tu as expérimenté de classique, de ce qu'on peut dire en méthode classique et ce que tu as obtenu comme résultat. Et voilà, déjà pour commencer. J'ai un premier fils qui est né en 2008, Nicolas. C'est un bébé qui a eu un développement général très très lent. C'était un bébé hypotonique, donc il n'avait aucun tonus, il n'a jamais été capable de prendre la position ventrale. Et vraiment, il se développait très, très, très lentement. Et il y a un médecin qui a eu la puce à l'oreille quand mon fils a eu 7 mois et demi, qui a dit je pense qu'il faudrait qu'il voie un psychomotricien pour essayer de voir où en est son développement moteur et tout. Donc, dès 7 mois et demi, mon fils était suivi par un psychomotricien. Il a reçu un diagnostic d'hypotonie et d'hyperlaxité ligamentaire. D'accord. Par la suite, les retards continuaient d'être présents et dans plusieurs autres sphères de développement, plus simplement au niveau moteur. Donc, à l'âge de 2 ans, mon fils a reçu un diagnostic de retard global de développement. C'est-à-dire le retard global, donc il y avait physique. Il y avait physique, il y avait la communication, il y avait la motricité fine, il y avait le langage, et il y avait même au niveau social, là, ça n'allait pas tout à fait, donc c'était un retard global de développement. D'accord. C'est le diagnostic qui est donné au Canada, je ne sais pas en France s'il y a un équivalent. Donc il y a eu ce diagnostic-là et on continuait de l'observer, il continuait d'être en thérapie, toujours en psychomotricité. Mais nos inquiétudes s'accentuaient parce qu'on voyait bien qu'il ne suivait pas le développement normal d'un enfant du même âge. À l'âge de 3 ans, en fait, en 2011, c'est là qu'il y a eu une évaluation globale complète et que le diagnostic d'autisme est officiellement tombé. Donc en fait, il a fallu attendre 3 ans. Il a fallu attendre 3 ans. Il y a eu différents diagnostics avant, mais qui se sont précisés, puis qui finalement, ça s'est transformé en diagnostic d'autisme. Puis avec le diagnostic d'autisme, il y avait vraiment une atteinte dans toutes les sphères de développement, celles que j'ai nommées tantôt, mais encore plus présente, comme par exemple au niveau du langage, il y avait 3 ans et il ne parlait toujours pas. Donc, à ce moment-là, il était en thérapie 3 jours par semaine, donc psychomotricité, orthophonie et ergothérapie. Donc, et je te coupe un instant, mais du coup, votre vie, ça ressemble à notre vie était très, très difficile parce que j'étais en thérapie 3 jours par semaine. Ouais. On faisait 7 soirs de réadaptation à la maison. Je n'avais plus de travail parce qu'il n'y a plus personne qui voulait de moi. J'étais toujours en rendez-vous avec mon fils. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais un deuxième fils également qui avait 1 an et mes 2 fils se réveillaient en alternance toutes les nuits en hurlant entre 3 et 8 fois par nuit. Et il n'y avait que moi, sa mère, qui pouvait les rassurer. Il n'était pas question que leur père s'approche d'eux. Ils n'acceptaient pas d'être pris par leur père. Il n'y a que moi qui pouvais les toucher et les rassurer. J'étais la seule personne à pouvoir les toucher.
Donc, je ne travaillais plus, je ne dormais plus. J'étais en thérapie 3 à 4 fois par semaine, plus les plans d'intervention, plus 7 soirs de réadaptation à la maison. Donc, vie amoureuse au point neutre, vie sociale au point neutre parce que je ne pouvais jamais m'absenter, sinon j'en payais le prix. Et t'as le stress, XXL. Ouais, donc moi j'étais vraiment au bord du gouffre. Je disais toujours, est-ce qu'on peut mourir de fatigue? Parce que si c'est le cas, ma fin est proche. J'étais probablement en dépression. Donc, ça n'allait pas du tout. Puis là, j'ai mentionné que mon premier fils a reçu officiellement son diagnostic, mais ça ne s'arrêtait pas là, malheureusement. Parce qu'à la même époque, mon deuxième fils, Olivier, a reçu une suspicion d'autisme. Et comme mère, j'étais absolument certaine qu'il était aussi autiste parce que je voyais la même histoire se répéter et parce que mon deuxième fils a à son tour commencé les mêmes thérapies que son grand frère. Et justement, Olivier, mon plus jeune, ben lui, c'est simple, si on veut résumer ce qu'il faisait dans sa journée, il était assis par terre, même pas en position stable. Il y avait encore un coussin derrière le dos parce que parfois il tombait. Et tout ce qu'il faisait de ses journées, c'est de fixer la lumière au plafond en battant des bras, ce qu'on appelle le flapping en autisme. C'est tout ce qu'il faisait. Il ne répondait pas à l'appel de son nom. On n'avait aucun contact visuel avec lui. Il ne jouait pas. On pouvait mettre une balle dans ses mains, la balle tombait par terre. Il ne faisait strictement rien. Et si j'avais le dos tourné et qu'il tombait, ben, il n'appelait même pas à l'aide, il pleurait pas, il n'y a aucun son qui sortait de sa bouche. Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction, pas de communication, pas de regard. Donc, pour moi, la suspicion d'autisme de mon deuxième fils, c'était vraiment un deuxième cas d'autisme. Alors, ma vie à cette époque-là était très, très, très pénible. J'étais vraiment, vraiment au bord du gouffre. J'ajouterais une petite chose, c'est que quand le diagnostic est tombé, à travers mes larmes, j'ai posé une question. Il y avait une psychologue qui était présente sur place également. J'ai demandé, est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer le bien-être de mes enfants? Il n'y a pas eu un silence. La réponse est tombée comme un coup près. Non, madame, l'autisme est irréversible. Vous ne pouvez rien faire, si ce n'est que de pallier par des thérapies toute leur vie s'il le faut, mais non, vous ne pouvez rien faire. Donc ce jour-là, c'est une condamnation qu'ils ont reçue, parce que quand on ne peut rien faire, on est condamné. Alors mon monde s'est complètement écroulé. C'est une bombe qui est tombée dans ma vie. Vous faisiez quoi comme métier? J'étais rédactrice et traductrice. D'accord, donc rien à voir avec le corps médical, etc. Mais par contre, ça vous a donné de la curiosité, c'est ce que vous me disiez avant. Oui, en fait mes études universitaires m'ont amenée à chercher, à faire de la recherche, à remettre les choses en question, oui, c'est ça, faire de la recherche vraiment pour me poser des questions et pas simplement accepter des vérités toutes crues. On m'a dit ça, alors c'est ça. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité-là d'aller voir plus loin. Puis je dirais que dans le cas de mon histoire, au-delà de la curiosité, c'est une petite voix intérieure qu'on pourrait appeler l'intuition. Quelque chose dont on rit beaucoup, c'est très ésotérique, c'est pas du tout loin scientifique, mais c'est mon intuition qui m'a sauvée. Puis tout est parti de là, parce qu'on m'avait dit que je ne pouvais rien faire. Donc, s'il n'y avait pas eu d'intuition, je ne pouvais rien faire. Mais par mon intuition, un soir, quelques semaines après avoir reçu le diagnostic, j'étais assise devant mon ordinateur. Il était très tard, j'aurais dû aller me coucher, sachant que je me réveillerais toute la nuit. Mais quelque chose de plus fort que moi m'a poussé à taper dans mon moteur de recherche « guérir et autisme ». Guérir et autisme, en associé. C'est une recherche en anglais, en fait, que j'ai fait, parce qu'en français, je ne trouvais aucune piste. J'ai tapé ces deux mots-là, puis à ma grande surprise, il y a plein de résultats qui ont défilé devant mes yeux. J'ai cliqué sur le premier, et c'était le témoignage d'une mère américaine qui prétendait avoir renversé le diagnostic d'autisme de son fils en modifiant sa diète et en suivant ce qu'elle appelait l'approche biomédicale. Donc, alimentation et biomédicale. Oui, puis elle témoignait. Son témoignage était très long,
Puis je me disais, comment la mère d'un enfant autiste qui en a jusque-là peut-elle avoir du temps à perdre pour écrire un témoignage comme celui-là si ce n'est pas vrai? Elle n'avait rien à vendre, absolument rien. Donc, je me disais, mais pourquoi elle ferait ça si c'était pas vrai? Donc ça, c'était mon premier réflexe. J'ai cliqué sur 2 ou 3 liens supplémentaires. Je trouvais des pistes vraiment intéressantes et je me suis couchée avec une boule dans la gorge. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, et pendant les 3 semaines, ouais. Quand je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Non, disons quand j'ai été toute seule dans la maisonnée, pendant les 3 semaines qui ont suivi, du matin au soir, je n'ai fait que ça de la recherche. J'ai été en communication avec des gens de partout sur la planète. J'ai lu des témoignages de gens, encore une fois, de partout dans le monde. Je suis tombée sur des pistes de médecins aux États-Unis. J'ai découvert qu'il existait des cliniques biomédicales avec des vrais médecins qui pratiquaient, qui recevaient des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, autisme ou autres, et puis qui les traitaient avec cette approche biomédicale-là. Donc là, j'avais autant d'un côté des témoignages de parents que de l'information scientifique, des médecins, tout ça. Donc, j'ai fait un gros document, j'ai rassemblé le fruit de mes recherches et après 3 semaines, j'ai présenté ça à mon compagnon. C'est biomédical, oui. Parce que je ne voudrais pas spolier si après on en parle par la suite, mais bon, l'alimentation, on va parler effectivement des changements d'alimentation. Qu'est-ce que vous entendez par biomédical? OK. Ben, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Bon, moi, je me suis beaucoup intéressée au microbiote, l'intestin comme 2e cerveau. Alors, le biomédical va vraiment traiter l'intestin. Donc, identifier les infections sous-jacentes, les virus, les parasites, le candida albicans, toutes ces choses-là, et traiter ça, traiter la porosité intestinale, le lien entre l'intestin et le cerveau qui passe par le nerf vague, donc l'inflammation de l'intestin qui se transfère dans le cerveau, donc le biomédical va traiter tout ça, les métaux lourds, tout ce qu'il y a autour, mais essentiellement le lien intestin-cerveau. Nous, en naturopathie, on en est persuadés. Oui, ben, pas juste en naturopathie, là, je voudrais juste dire qu'il existe plus de 9800 études publiées à ce jour dans des revues scientifiques sur le microbiote. Donc, plus de 9800 études. Alors, c'est confirmé. Même au niveau médical, quand on se donne la peine de chercher PubMed, peu importe, c'est prouvé. Le lien intestin-cerveau est prouvé. Puis, il y a plein d'études aussi qui font le lien avec l'autisme, mais il faut chercher. Donc, des fois, on me dit, mais non, c'est pas prouvé, ça n'existe pas. Mais moi, j'ai fouillé, puis toute cette information-là est à notre disposition. Elle existe, et oui, c'est prouvé. Vraiment nous me donner quelques liens, comme ça je les mettrai, parce que c'est intéressant. Donc, on revient, donc vous avez fait toutes vos recherches, compilé 3 semaines de recherche, et là, vous allez voir votre mari. Je présente ça à mon mari qui est un scientifique, donc je le dis, c'est important. Alors, c'est pour ça que j'avais préparé un document. Donc, j'avais bien fait mes devoirs, je lui ai présenté ça, et je lui ai dit, je pense que j'ai trouvé la clé pour nos enfants, ou du moins une clé importante. Et ah oui. Et là, je commence à lui raconter. Et là, il me pose une question. Il me dit, mais est-ce qu'il va falloir faire ça toute leur vie? Et moi, je m'étais déjà préparée et je lui ai répondu, écoute, je te propose un marché. On essaie pendant 3 mois. 3 mois. 3 mois, pas une journée de plus. Et si ça ne fonctionne pas, on ne se rassoit même pas. On ne se pose pas de questions et on arrête tout. On jette tout et on passe à autre chose. Et j'ai dit 3 mois dans notre vie. Dans notre vie, plus de vie, où on est en thérapie 4 jours par semaine, les nuits, les réveils constants, j'ai plus de travail, notre relation de couple s'effrite, je suis au bord du gouffre de la fatigue, de la détresse. Qu'est-ce que c'est 3 mois pour tenter quelque chose alors que la médecine conventionnelle n'a aucune solution à nous proposer? J'ai posé la question devant toute l'équipe de thérapeutes. Est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer leur bien-être? La réponse était non. Donc, sans aucune
solution de la part des médecins et de tous les thérapeutes, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on a à perdre de tenter quelque chose qui n'est pas dangereux? Et là, mon compagnon m'a répondu, quand est-ce qu'on commence? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Qu'est-ce que vous avez changé? Le premier changement qu'on a fait, c'était un changement de diète. Donc, on a complètement modifié notre alimentation. On a retiré le gluten, la caséine, qui est la principale protéine des produits laitiers. Donc, on ne parle pas de lactose, on parle de caséine, très différent. On a retiré le soja, les sucres raffinés, les aliments génétiquement modifiés. OGM, oui. Les stabilisateurs chimiques, les additifs alimentaires. Bref, on est revenu à une alimentation brute, près de celle de nos ancêtres, biologique, des choses qui poussent dans la nature, non transformées. C'est dit brièvement, là, mais essentiellement, c'était le changement alimentaire qu'on a fait. Donc en gros, c'est de l'alimentation brute, vous avez évacué tout ce qui était donc gluten, caséine, le soja, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu transformées. Mais également, vous avez en gros, c'est de l'alimentation naturelle, quoi, tout simplement. Naturelle, tout simplement. On est revenu à la terre. La terre-mère nous a toujours fourni tout ce dont on avait besoin pour vivre et pour se soigner. Donc, autant dans l'alimentation, la terre nous fournit ses fruits et nous fournit aussi les plantes pour nous guérir. Donc, on est vraiment revenu à la terre. Et concrètement, est-ce que vous pouvez leur dire alors, donc il y avait des fruits, des légumes? Des fruits et des légumes en abondance, surtout des légumes en abondance, y compris des jus de légumes frais, à l'extracteur à jus. Donc, beaucoup de jus comme ça. Et beaucoup de légumes, donc beaucoup de potage avec des bouillons de poulet maison, des bouillons d'os. Beaucoup de légumes dans l'assiette aussi. Donc, les légumes, c'est ce qui occupait la plus grande part de l'assiette. Ensuite, des protéines. Les protéines étaient essentiellement de la volaille parce qu'on a éliminé les viandes rouges, porc, bœuf, très inflammatoires. Il y a aussi, chez certains enfants autistes, il y a une substance dans la viande de bœuf qui ne peut pas être digérée à moins d'avoir des enzymes particulières. Et les légumineuses? Non, pas au départ, parce que l'intestin est tellement poreux et inflammé qu'il n'y a aucune légumineuse qui passait. Puis on a même fait un test d'intolérance alimentaire chez mes 2 fils. Puis mon deuxième fils, il y avait 24 intolérances supplémentaires. Donc toutes les légumineuses y étaient sans exception. Alors on était 1 an sans légumineuses, le temps de réparer la paroi intestinale. Poisson sauvage. Saumon oméga 3, mais poisson sauvage. Donc, pas de gros poissons, puis pas de poissons d'élevage très contaminés par le mercure. D'accord. Ok, donc ça, c'était un test pendant 3 mois. Oui. Et? On n'a pas eu à attendre 3 mois. Après 3 jours, les premiers changements sont survenus. Parce que moi, j'avais décidé de faire une vraie approche scientifique avec une hypothèse de départ. Après une expérimentation, tout consigné dans un journal, jour après jour, avec les aliments retirés, les nouvelles choses introduites, compléments qui se sont ajoutés. Donc, j'ai vraiment fait une démarche scientifique. 1 semaine après avoir changé l'alimentation, je suis allée voir une naturopathe agréée qui a fait la route avec nous, qui nous a accompagnés vraiment dans l'approche biomédicale. C'est là où je te coupe parce que je sais qu'il y a beaucoup de naturopathes, de gens qui sont intéressés par la naturopathie. Vous, la naturopathie au Québec, elle est reconnue, elle est tolérée? Est-ce que c'est comme en France? Comment ça se passe un petit peu? Non, il y a davantage de naturopathes au Québec qu'en France et c'est beaucoup plus reconnu au Québec qu'en France. Après 1 semaine, je suis allée voir une naturopathe. Elle nous a accompagnés dans tout ce qui était le traitement de l'intestin qui était devenu vraiment très poreux, très inflammé. Il y avait beaucoup de bactéries, de parasites, de candidats albicans. Donc, on est allé vraiment nettoyer tout ça, beaucoup de phytothérapie. On a travaillé sur l'inflammation aussi de l'intestin, évidemment du cerveau. Je rigole parce que
parce que ceux qui me suivent, etc., ils savent qu'en fait, les naturopathes, nous, on est obsédés par les intestins. Ah oui, mais c'est normal d'être obsédé par l'intestin parce que tout vient de là. Il y a des... on dit que c'est le deuxième cerveau, donc déjà, c'est très important, mais il y a certains médecins qui disent que ce serait vraisemblablement le premier cerveau. Alors, il y a toute une colonie de bactéries là-dedans. Il y a des neurones, il y a énormément de neurones dans l'intestin. Donc, c'est très important. Tout ce qui se passe là a vraiment une influence sur notre humeur, sur nos comportements, sur les maladies, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très important le microbiote. Alors, on est allé traiter l'inflammation, la porosité. On est allé réensemencer avec des bonnes bactéries dans les milliards, pas dans les millions, plusieurs souches de probiotiques. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est allé voir au niveau des carences alimentaires. Donc, mes fils, avec un intestin devenu perméable, ben, il n'y avait plus de villosité dans les intestins. Les villosités étaient atrophiées. Alors, ils n'étaient plus capables d'absorber les nutriments. Donc, j'aurais pu donner la meilleure alimentation du monde, mais si on n'est plus capable d'absorber, ben, ça ne donne rien du tout. Alors, une fois qu'on a eu réparé, on a pu complémenter. Ils étaient carencés dans à peu près tout. Est-ce que tu as entendu parler du docteur Kousmine? Oui. D'accord, oui. Parce que du coup, il y a eu pas mal de recherches, effectivement. En tout cas, moi, à mon niveau, c'est une des pionnières qui a parlé effectivement de tout ce qui était microbiote intestinal, oui, etc. Absolument. Et qui avait tous ces piliers-là. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent. Ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, ça sert à rien. Parfois, quand les gens viennent en consultation, c'est un petit peu frustrant parce que tu leur dis, ok, vous avez des problèmes, des carences, il y a plein de choses. Et d'abord, en premier lieu, tu vas dire, ok, mais je vais être obligée de vous refaire votre paroi intestinale. Mais sauf que ça ne va pas se voir, ça ne va pas se sentir. On ne va rien voir de particulier. Mais c'est la base parce que si je vous donne d'autres compléments pour vous remonter, ils vont, soit ça va très peu fonctionner, soit ça va fonctionner dans le vide, parce que c'est bien beau de mettre des choses, mais si on n'a pas la capacité d'absorber, exact. Et absorber ne veut pas dire assimiler, parce qu'il y a une grosse différence entre l'absorption et l'assimilation. L'absorption, elle se fait au niveau des intestins, on absorbe, c'est-à-dire qu'on prend justement les nutriments dont on a besoin, mais après il faut que les cellules arrivent à les utiliser. Et quand le liquide interstitiel, quand les cellules sont saturées, etc., il y a aussi tout ce rôle d'aller désaturer et de nettoyer un petit peu tout ce liquide pour que c'était absorbé, mais que ça puisse être assimilé et utilisé par notre organisme. Exactement. On est d'accord? Oui, tout à fait. Donc, on est allé vraiment faire ce travail-là. Super. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi, ultimement? On a fait une chélation des métaux lourds. Oui, bien, ça dépend. Oui, je le dis parce qu'en France, on dit chélation. OK, chélation. Donc, on a fait une chélation des métaux lourds. Et ça, c'est prouvé également chez les autistes. En fait, l'organisme produit naturellement des métallothionéines qui permettent d'évacuer les métaux lourds, évidemment pas des surcharges. Là. Puis, les autistes n'ont pas cette capacité-là, n'ont pas les métallothionéines. Alors, au lieu d'excréter les métaux lourds, ils les emmagasinent dans leurs organes, les organes, le cerveau, tout ça, avec toutes sortes de conséquences neurologiques. Donc, on est aussi allé faire des tests de métaux lourds pour mes enfants qui avaient des quantités vraiment monstrueuses de métaux. Donc, on a fait une chélation avec des plantes, toujours avec des plantes. Je voulais faire ça naturellement parce que c'est possible de le faire autrement, mais je voulais toujours rester dans le naturel. On y est allé très, très doucement. Et encore là, quand on a fait cette étape-là, ça a apporté d'autres progrès de la part de mes enfants. Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait avec la naturopathe. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bien sûr, on a fait un assainissement de notre maison, donc notre eau de consommation. On a changé notre système d'eau pour un système à osmose inversée.
qu'on a reminéralisé. Oui, il faut la reminéraliser. Oui, très important parce qu'on cherche un pH le plus près possible de 7. On ne veut pas une eau acide, on ne veut pas une eau trop alcaline non plus. Donc, on a changé notre eau. Tous les produits de nettoyage de la maison, des produits naturels, des produits écologiques, même le vinaigre, le bicarbonate de soude, c'est les meilleurs nettoyants qu'il n'y a pas. Les produits pour la lessive, toujours des produits sains, du savon de Marseille, des huiles essentielles, des choses comme ça. On a éliminé le plus qu'on a pu les champs électromagnétiques. On a tout ça là-dedans? On a tout ça là-dedans, toute la démarche. Donc, je le dis brièvement parce que c'est beaucoup de choses. Bien sûr, il est énorme. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une approche globale. C'est vraiment pas exclusivement un changement de diète. La diète était la base. On a construit là-dessus. On est allé explorer plein de choses. Donc, vraiment, une approche globale. Changement d'alimentation, changement de mode de vie. Et aujourd'hui, donc tu as eu ton premier livre qui est sorti en 2015, où ça a fait un raz-de-marée positif. Évidemment, ça fait un peu grincer des dents, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, sur ta page, aujourd'hui, tu as à peu près 6000 abonnés, c'est ça, Facebook. Et en fait, à chaque jour, des témoignages qui arrivent de personnes qui ont essayé cette méthode. Oui. C'est pas ta méthode, enfin, toi, cette approche-là. Donc voilà. Et en plus, tu publies régulièrement des données scientifiques. Oui, d'accord. Tout à fait. Ok. Aujourd'hui, comment va Nicolas? En fait, je ne sais pas si je l'ai dit. Je l'ai dit que j'avais 3 enfants aujourd'hui. Oui, 3. Ah oui, ça, parce que c'est ça. Oui. C'est que le dernier, du coup, toi, tu t'es nettoyé, etc. Oui, parce que tout le monde me disait, t'as pas peur avec 2 qui ont été autistes. Et je leur disais, non, j'ai pas peur parce que j'ai compris plein de choses et j'ai travaillé sur moi-même. Moi-même, j'avais changé d'alimentation, j'allais travailler au niveau de mon propre microbiote. J'ai fait aussi une chélation des métaux lourds pour moi. Donc, je m'étais traitée, j'ai eu une grossesse qui a été très différente, qui était vraiment plus saine. Donc, cet enfant-là, je l'ai porté différemment, je l'ai nourri différemment, tout a été différent et il n'a jamais eu ni retard de développement, ni trouble neurodéveloppemental, il n'a rien eu. C'est un enfant qui a été en parfaite santé dès sa naissance. L'idée aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a des mamans qui sont dans le même cas que toi, qui ont des enfants autistes et qui vont effectivement prendre cette vidéo. Et moi, je comprends que ça puisse être un peu perturbant, puisque toi aussi, tu t'es mis à chercher, qu'au départ, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Moi, ce que je suggère, c'est de vraiment prendre ce que vous avez envie de prendre. Il n'y a pas Nathalie, elle n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, elle est simplement, quand on découvre quelque chose, voilà. C'est un témoignage, que je fais. Puis, Et si vous avez envie de prendre quelque chose, si vous avez envie d'essayer, d'acheter son livre, de lui envoyer un message sur Facebook, d'aller ne serait-ce que jeter un coup d'œil sur Facebook, parce qu'elle a été, de ce qu'elle me disait, pas mal critiquée aussi au début au Québec. Oui. Voilà, parce que c'était la seule en fait qui avait ce retour-là. Donc quand il y a une seule et même personne, on peut prendre effectivement facilement dire ah bah c'est du charlatan, etc. Mais quand les témoignages sont arrivés de plus en plus, effectivement, du coup, elle n'a plus du tout été embêtée par qui que ce soit. Aucun médecin, plus personne ne l'embête aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de dire ah bah c'est forcément la solution. C'est simplement que c'est une porte ouverte qu'on met là à disposition en disant tiens, est-ce que j'ai envie de piquer quelque chose? Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai envie d'aller tester cette méthode? Si c'est pas le cas, c'est ok. Si je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça vient titiller chez moi, etc. Et en tout cas, ce qui est quand même assez génial, c'est que tu as une médaille d'argent sur ce livre. C'est toujours intéressant peut-être d'aller voir donc son livre, c'est Santé, le guide pour toute la famille, donc de Nathalie Champoux, que je vous remonte, ça va peut-être être en inversé, mais du coup je ferai peut-être une photo. Je te remercie du fond du cœur et moi j'en avais les larmes aux yeux, je trouve ça magnifique comme témoignage. Il y a plus de 7 ans qui se sont écoulés là, depuis le diagnostic, puis mes enfants sont vraiment aujourd'hui en parfaite santé. Ils fréquentent une école normale dans une classe régulière, ils ont plein d'amis.
Ils sont super épanouis. Ils adorent les sports. Ils pratiquent le ski alpin, la course à pied, le vélo, la natation. Ils peuvent aller au milieu de la foule. Ils peuvent aller au milieu de la foule, du bruit, de tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a rien qui est distinct des autres enfants. Ils vont vraiment très, très bien. Ils sont surtout très, très épanouis, très, très heureux, très pétillants.